Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une, au Mali, 3 sites industriels de la région de Kayes ont été attaqués dimanche par le JNIM. Une attaque du groupe djihadiste qui, dans la lignée du blocus sur le carburant, vise à affaiblir le régime en place en asphyxiant l'économie du pays. La correspondance de Serge Daniel en début d'édition. Le Nigeria a rouvert ce lundi certaines écoles dans le nord du pays. Les établissements étaient fermés depuis l'enlèvement de plus de 250 élèves et membres du personnel en novembre. Le reportage dans une école de l'État de Kaduna à suivre. Enfin, la Confédération africaine de football annonce avoir ouvert une enquête ce lundi en cause les incidents survenus lors des quarts de finale de la Coupe d'Afrique qui ont opposé l'Algérie au Nigeria et le Cameroun au Maroc. On ouvre ce journal au Mali où 3 sites industriels de la région de Kayes ont été attaqués dimanche par les djihadistes du JNIM. 2 de ces usines appartenaient à des hommes d'affaires maliens alors que le troisième est la propriété d'un groupe indien. Ces 3 usines avaient déjà été visées le 1er juillet dernier. Serge Daniel, bonsoir. Vous êtes notre correspondant régional. Quelles sont vos dernières informations ? Alors, il y avait plus de 150 présumés djihadistes qui ont attaqué donc à moto, qui sont venus à moto armés, qui ont attaqué les 3 sites dans la région de Kayes. C'est une région qui a une frontière avec le Sénégal. 3 sites qui produisaient notamment du ciment, de la chaude, de l'enduit. Et ils ont ouvert le feu sur le site, brûlé les installations. Et ça a été, selon les témoins, vraiment chaotique, une situation chaotique. Alors, 3 personnes... Au moins 3 personnes ont été enlevées par les présumés djihadistes sur les lieux et on est ce lundi sans nouvelles de 4 autres personnes. On ne sait pas si elles ont été enlevées ou qu'est-ce qu'elles sont devenues pour le moment. Alors ce lundi, il faut dire que les djihadistes menacent à nouveau de s'en prendre à d'autres opérateurs. Et vous l'avez dit, l'objectif est d'asphyxier économiquement le gouvernement, le pays, après avoir décrété, comme vous le savez, un embargo cette fois-ci sur la fourniture du carburant. Et justement, Serge, très rapidement, depuis septembre dernier, les djihadistes du JNIM ont décrété un blocus économique. Où en est-on exactement aujourd'hui ? Il y a eu 3 phases. La première phase, septembre, octobre, novembre, c'était une phase difficile où tout était bloqué, il y avait vraiment l'asphyxie. Et puis ça s'est amélioré pour 2 raisons essentielles, parce que les Russes, vous savez qu'il y a des combattants russes de groupe africain qui ont pris la relève de Wagner, ont sécurisé les convois avec des drones, ça a été impressionnant. Le gouvernement aussi a quand même pris des mesures, puisqu'il y a un général qui a été nommé à la tête d'une opération de sécurisation. Alors, l'autre phase, c'est que nous rentrons dans une phase actuellement difficile par exemple parce que à l'aéroport de Bamako, vous avez des perturbations, des compagnies aériennes, dont des compagnies européennes, sont obligées de revoir leur plan de desserte parce qu'il y a une crise du carburant qui commence à se faire sentir, comme dans des stations essence à l'intérieur du pays. Merci pour toutes ces explications, Serge Daniel. Vous êtes notre correspondant régional. Merci, Serge. On en vient maintenant à cette histoire de piraterie dans les eaux gabonaises. 9 marins ont été enlevés lors d'une attaque d'un chalutier dans la nuit de samedi à dimanche. 9 membres d'équipage ont été enlevés, dont 5 ressortissants chinois et 4 Indonésiens, révèle le chef d'état-major de la marine. Le point à Libreville avec notre correspondant Ismaël Obiangze. C'est une opération décrite comme violente et rapide. Vers 2 h du matin ce dimanche, les pirates prennent d'assaut un chalutier gabonais, IB Fitch 7 au large d'Equata. Ils embarquent de force 9 marins, 5 Chinois, 4 Indonésiens, puis disparaissent. L'alerte est donnée, la marine nationale et la gendarmerie parviennent à cerner le chalutier sur lequel 6 autres marins sont restés sains et saufs et l'escortent au port de Vendo, soit environ 20 km d'ici. Les recherches s'organisent pour localiser les 9 marins. Une enquête judiciaire est en cours. Les autorités promettent de faire toute la lumière sur cette opération de ravisseurs non encore identifiés. C'est la 3e attaque de ce type au large du Gabon depuis 2020, la 2e en moins d'1 an. En février 2025, les marins sénégalais et gabonais subissaient le même sort. Malgré les promesses de surveillance renforcée, la recrudescence du phénomène reste très nette.
En Côte d'Ivoire, il semblerait que les différentes alliances nouées par les partis d'opposition soient toutes en train d'exploser. Dernier divorce en date, Simone Eyive Gbagbo et son mouvement des générations capables qui vient d'annoncer son retrait de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, la CAPCI, alors qu'elle en était la porte-parole. Les explications de notre correspondante à Abidjan, Julia Guggenheim. C'est dans une lettre adressée à Tidjane Thiam, le président du PDCI, mais aussi celui de la Coalition pour l'alternance pacifique, que Simone Eyive Gbagbo a annoncé son retrait. Elle y évoque des choix stratégiques fortement discutables de son ancien allié, le COJEP de Charles Blé Goudé, avait également annoncé quitter la plateforme de coalition il y a quelques semaines. Leurs différends portent notamment sur le rapprochement du PDCI avec le PPACI de Laurent Gbagbo en amont de l'élection présidentielle. Réunis sous la bannière du Front commun, ils avaient appelé leurs partisans à l'époque à se mobiliser dans la rue pour protester contre le 4e mandat d'Alassane Ouattara, une stratégie perçue comme jusqu'au boutiste par un lieutenant de Charles Blé Goudé avec qui j'ai pu m'entretenir. Par ailleurs, la candidature de Simone Eyive Gbagbo à l'élection présidentielle, alors que Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam en étaient eux exclus, avaient également déjà à l'époque commencé par fragiliser un petit peu leur alliance, des dissensions qui interviennent aujourd'hui alors que les partis d'opposition ont observé un net recul lors des élections législatives de décembre dernier. Plus qu'une semaine avant l'élection présidentielle en Ouganda, plusieurs ONG accusent Yoweri Museveni de vouloir se maintenir au pouvoir au prix d'une campagne brutale de répression contre l'opposition et la société civile. Amnesty a décompté environ 400 arrestations au cours des derniers mois. Les précisions de notre correspondante sur place, Juliette Montilly. En Ouganda, les autorités sont accusées de durcir la répression à l'approche du scrutin présidentiel. Dernier épisode en date, l'arrestation d'une militante des droits humains, la très influente avocate Sarah Birete. J'ai pu me rendre au siège de l'ONG qu'elle dirige, le Centre pour la gouvernance constitutionnelle. Ses collègues, encore sous le choc, dénoncent une arrestation arbitraire et politiquement motivée. Elle a été très constante dans sa dénonciation des excès du gouvernement et de l'État, en particulier des violations des droits humains, qui sont largement documentées. Ce ne sont pas des choses qu'elle a inventées, ce sont des réalités que tout le monde peut constater. Mais elle a été cette voix courageuse, capable d'aborder ces questions sans crainte. Donc l'arrestation de Sarah Birete est un message adressé à tous les autres. Si vous osez prendre la parole ou vous exprimer contre l'État, ce qui lui est arrivé vous arrivera. Alors officiellement, l'avocate est accusée d'avoir obtenu illégalement des données de la commission électorale, des charges fabriquées de toutes pièces selon son ONG qui affirme travailler dans le strict respect de la loi. Pour ses collègues, le cas de Sarah Birete s'inscrit dans un schéma plus large de répression à l'approche des élections. Ça montre clairement qu'il ne s'agit pas d'un environnement enclin au pluralisme politique, qu'ils trouveront n'importe quel moyen pour l'entraver. Et ce n'est pas simple pour un pays qui s'engage dans un processus démocratique dans quelques jours seulement. Au pouvoir depuis 40 ans, le président Yoweri Museveni briguera un nouveau mandat le 15 janvier prochain. Il fera face notamment à Bobi Wine, principal opposant. En bref, l'écrivaine nigériane Chimamanda Adichie accuse un hôpital après la mort de son fils de 21 mois à Lagos, décédé 24 heures après son hospitalisation. L'autrice d'Americana dénonce des défaillances cliniques dévastatrices et pointe notamment une dose excessive de sédatifs et un manque d'oxygène. De son côté, l'hôpital nie toute faute, affirmant que les soins étaient conformes aux normes internationales et qu'une enquête est en cours. On reste au Nigeria. Après 2 mois de fermeture pour raisons sécuritaires, certaines écoles du nord du pays ont repris les cours ce lundi. Dans l'état du Kaduna, les élèves ont dû cohabiter avec les forces de défense déployées par les autorités. Avec ces réouvertures, on veut croire à un retour à la normale dans une région où les enlèvements d'écoliers sont fréquents. Clémence Valère. Vêtus de leurs uniformes, ces élèves nigérianes s'empressent de retrouver les bancs de l'école. L'établissement, situé dans l'état de Kaduna dans le nord du Nigeria, avait fermé temporairement ses portes en novembre après la récente vague d'enlèvement d'enfants. Sa réouverture rassure les écolières ainsi que leurs parents.
Je me sens en sécurité quand je retourne à l'école parce que j'ai des professeurs. Nous avons des aînés qui prennent soin de nous, comme à la maison. Les menaces et la peur des enlèvements d'enfants ne devraient pas vous empêcher de donner une éducation à votre enfant, ni de l'envoyer à l'école. En novembre dernier, le nord du Nigeria a été frappé par l'un des plus grands enlèvements d'enfants depuis Chibok en 2014. Plus de 250 élèves et enseignants de l'école catholique St. Mary de Papiri avaient alors été enlevés par des hommes armés avant d'être tous libérés le mois d'après. Dans l'état de Kebbi, ce sont 25 lycéennes qui avaient été kidnappées fin 2025. Elles ont pu, elles aussi, être libérées. Ces incidents ont mis en lumière la vulnérabilité des établissements scolaires dans une région en proie aux gangs criminels et aux insurgés islamistes, poussant le gouvernement nigérian à déclarer l'état d'urgence dans le nord du pays. J'ai décidé de déclarer l'état d'urgence sécuritaire à l'échelle nationale et d'ordonner le recrutement supplémentaire de personnel dans les forces armées. Cette déclaration autorise la police et l'armée à recruter davantage de personnel. La police recrutera 20 000 agents supplémentaires, ce qui portera leur nombre total à 50 000. Cependant, toutes les écoles dans le nord du pays n'ont pas réouvert leurs portes, malgré une présence sécuritaire renforcée. Dans l'état du Niger, par exemple, seulement 4 des 25 localités ont donné le feu vert pour rouvrir leurs établissements scolaires. Pas de match de Coupe d'Afrique ce lundi, mais une annonce de la CAF à propos de l'ouverture d'une enquête concernant 2 rencontres des quarts de finale, Algérie-Nigeria et Cameroun-Maroc, et notamment sur le traitement infligé aux arbitres pris à partie lors des 2 matchs, ainsi que des débordements qui ont suivi la rencontre Algérie-Nigeria. Les précisions de notre envoyé spécial à Rabat, Cédric Ferreira. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux et clairement, elles ont porté atteinte à l'image du football africain. Alors près de 2 jours après la fin des quarts de finale, la Confédération africaine de football a réagi. Elle a annoncé l'ouverture d'une enquête pour des comportements jugés inacceptables, une enquête qui pourrait déboucher sur des sanctions disciplinaires. 2 matchs sont particulièrement visés. Le premier, c'est celui entre le Maroc et le Cameroun, vendredi dernier, où le Maroc s'est imposé à 2-0. L'arbitre mauritanien du match a dû quitter le terrain sous protection car il y avait des dirigeants camerounais qui ont tenté de l'interpeller, mécontents d'une décision arbitrale qui aurait pu déboucher sur un pénalty en faveur du Cameroun. L'autre rencontre visée, c'est le match entre l'Algérie et le Nigeria samedi dernier. Victoire 2-0 des Nigérians, mais il y a eu beaucoup d'incidents. Dès le coup de sifflet final, une bagarre entre joueurs sur la pelouse. Dans les tribunes, des supporters algériens qui ont tenté d'entrer sur le terrain et qui ont nécessité l'intervention de Stasier. Des joueurs algériens qui ont aussi tenté d'interpeller l'arbitre car ils étaient mécontents de certaines décisions arbitrales et notamment une en particulier qui aurait pu déboucher sur un pénalty en faveur de l'Algérie en première période. Bagarre entre journalistes dans la zone mixte, journalistes marocains et journalistes algériens qui se sont affrontés et qui a nécessité l'intervention du service de sécurité et de membres de la Confédération africaine de football. En tout cas, sur le plan sportif, il n'y a pas de contestation. Les 4 meilleures équipes sont bien qualifiées pour les demi-finales qui vont avoir lieu mercredi. Et si on fait référence aux 2 matchs concernés, les qualifications du Maroc et du Nigeria sont clairement méritées sur le plan sportif. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24. L'information continue.